Donc, Hubert Ripoll, vous le connaissez, j'imagine tous. Je ne sais pas s'il faut que je te présente. C'est un psychologue qui s'est beaucoup intéressé aux sportifs dans sa vie professionnelle et aux sportifs de haut niveau, en plus, là aussi des géants, et qui s'intéresse à cette question des pieds noirs et de leurs descendants. Tu as écrit 2 livres magnifiques. Voilà, et donc tu as eu cette idée de dire mais il faudrait faire des conférences, il faudrait qu'on puisse avoir des échanges. Tu nous as accompagnés sur les 3 premières. Et là, il nous a dit, j'enlève les petits trous et je vous lâche la main. Vous vous débrouillez tout seul le G2T. Maintenant, vous savez. Donc, merci pour ta confiance. On espère avoir été à la hauteur de tes attentes, qui sont exigeantes, parce que c'est un pied noir aussi. Voilà. Et donc, tu as gentiment accepté de nous faire une petite synthèse avant qu'on donne la parole à notre présidente du CDHA pour la conclusion. Merci d'avance. Bien, eh bien, merci. Très heureux de pouvoir faire cette synthèse. Alors, écoutez, je vais reprendre les choses chronologiquement. Alors, tout d'abord, une première conférence sur l'héritage transgénérationnel des descendants, qui a été fait par Thelma Tubiana. On va dire que c'est quasiment, je pèse mes mots, hein, c'est quasiment un moment historique. Pourquoi historique? Parce que la question de la psychologie et des répercussions psychologiques de l'histoire de l'Algérie sur les pieds noirs n'a pas existé, n'existe pas. Si on essaie de reprendre ce qui a été fait depuis le début, dans les années 62, il y a un médecin psychiatre qui s'intéresse au problème de névrose lié à l'Algérie, qui est un travail de psychiatre en 62, qui n'explique pas grand-chose, mais qui dit comment on peut atténuer la souffrance via des traitements. Et puis, il y a eu un autre travail qui a été fait derrière, par la suite, ces dernières années, avec une entrée qui est une entrée psychanalytique. Sans rentrer dans le détail, l'entrée psychanalytique a des dogmes, et il faut rentrer dans ces dogmes pour comprendre ce qui est dit et pour l'admettre. Mais ces dogmes ouvrent certaines pistes, mais d'une certaine manière enferment considérablement, à mon sens. Donc ce travail qu'a présenté Thelma est quelque chose de très nouveau. Pourquoi? Parce que le psychisme des pieds noirs, leur traumatisme n'existe pas. Il n'existe pas en tant qu'objet d'étude. Bien sûr, on en parle. Bien sûr, on sait que ça existe. Mais l'université, les centres de recherche et autres ne s'est jamais préoccupé de ces choses-là. Et pourquoi ne s'est-elle jamais préoccupée de ces choses-là? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'accueil psychologique en 1962. Vous me direz qu'à l'époque, ce n'était pas à l'ordre du jour, mais même si ça avait été à l'ordre du jour, cela aurait eu peu de chances d'exister. Donc, le traumatisme des pieds noirs est quelque chose dont on parle, mais quelque chose qui est un non-objet. Or, je vais retenir 2 choses de ce qu'a dit Thelma. Il faut que nous retenions ça, c'est que nous sommes le produit du fonctionnement de notre psychisme. Et le produit d'un psychisme qui tente de s'adapter à une situation complexe et sidérante. Nous ne sommes responsables de rien. Je dis cela parce que les pieds noirs, pour beaucoup, ont intégré une stigmatisation et le fait qu'ils étaient au bout du compte responsables. Donc, première chose, nous sommes le produit de notre psychisme. C'est-à-dire, nous avons un fonctionnement tout à fait normal. Deuxièmement, et ça c'est très important, nous ne sommes pas tout seuls. Je rencontre dans les entretiens régulièrement le fait que les gens disent « mais alors, je ne suis pas le seul à penser ça ». Autrement dit, je ne suis pas le seul à être malade. Donc ce sont les 2 choses que je retiendrai. Ensuite, il y a eu l'exercice difficile auquel s'est livré Guy Pervilliers. Mon cher ami, collègue, c'est moi qui ai proposé ce titre en pensant que vous seriez capable
de le traiter. Donc vous pouvez me remercier. Pourquoi? Parce que j'ai lu vos travaux, notamment ce que vous avez écrit sur l'éducation en Algérie, l'enseignement et ainsi de suite. J'ai trouvé là des travaux qui étaient faits par quelqu'un qui prenait du recul, qui ne prenait pas part et parti, et qui était capable d'avoir un regard qui était objectif sur une réalité sociologique, puisque l'enseignement, ça commence par être de la sociologie. Et il m'a semblé que votre rigueur était nécessaire pour nous permettre de comprendre une question complexe des relations qu'il y a entre l'histoire et la mémoire. Certes, quand on est historien, on vous apprend tout de suite que la mémoire, c'est quelque chose d'autre. C'est du domaine du psychologique, c'est du domaine du ressenti, et le ressenti biaise la réalité des faits. Mais vous nous avez bien montré que il y a une guerre des mémoires, parce qu'il y a une guerre des histoires. Et cela, vous avez été capable d'enjamber ces choses-là et de montrer toutes les subtilités et toute la perversité du problème. Il existe des cadres sociaux de la mémoire. Ça, on le sait depuis 40 ans, c'est Maurice Halbach, un sociologue français, psychosociologue français, qui a bien montré que pour qu'une mémoire se développe et se construise, il lui faut un cadre social. Or, le cadre social par excellence, c'est le regard que la société porte sur son histoire. Et elle permet à une mémoire de se développer ou non. Donc, vous m'avez aidé à voir toute la grande difficulté et à arriver à nous situer entre cette histoire et ce qu'elle dit, et cette mémoire et ce qu'elle veut dire. Ensuite, nous sommes passés à la première table ronde. Préparer la transmission, une nécessité impérieuse. Alors ce que j'ai vu dans cette table ronde, c'est qu'on a essayé de répondre à la question « comment ?», c'est-à-dire on a vu des associations qui mettent en place des programmes et qui nous permettent d'avancer pour comprendre ce que c'est cette mémoire. Ce qui a été dit aussi, c'est pardon, je m'y perds. Vous nous avez dit comment on pouvait comprendre ces mémoires, mais ce qui a été très peu dit, même si c'était latent, c'est pourquoi. Alors bien entendu, pourquoi? On dit déjà, un peuple sans passé est un peuple sans avenir, ce qui est vrai. Un peuple sans racines est un peuple qui ne peut pas se développer, ce qui est vrai aussi. Mais le pourquoi précisément, c'est Elma qui nous le met en évidence. Notre mémoire est imbriquée dans le système nerveux très profondément. Et nos émotions sont imbriquées très profondément. Ça veut dire qu'on n'a pas un accès direct. Nos émotions s'expriment. C'est de la répulsion, c'est de l'amour, c'est de l'horreur, c'est tous ces sentiments que l'on peut avoir. Et tant qu'il n'y a pas de prise par une certaine rationalité, ce qu'a montré Thelma, par du rationnel de cette mémoire, elle peut à tout moment vous dépasser, elle peut à tout moment vous déborder, et vous ne pouvez rien en faire. Quelqu'un me disait, et vous madame, me disait en sortant, ça m'a soigné. Vous m'avez dit, ça a été une thérapie. Thelma n'a jamais fait de la thérapie ici, ou sans le savoir. Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que dans votre souci de comprendre comment vous fonctionnez, ce qui vous a traversé depuis plus de 60 ans, et que vous n'avez pas toujours été capable d'analyser, mais qui vous a bouleversé, il y avait cette incapacité à prendre rationnellement ce produit pour en faire quelque chose. Et Thelma vous a donné quelques pistes, à partir de quelques mots. Et c'est à partir de quelques mots que vous avez construit quelque chose. Est-ce que ça tient debout rationnellement ?
peu importe. Vous avez donné du sens. Or, le pourquoi de ces travaux qui ont été abordés en deuxième partie, première table ronde, c'est précisément de nous amener à produire de la connaissance qui nous permette de nous situer en nous-mêmes et dans le monde. Et c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire et qui a bien été montré. Arrivons maintenant à la deuxième table ronde. Alors, cette deuxième table ronde est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle montre qu'il y a des initiatives qui se font ici ou là pour faire vivre quelque chose très personnel aux personnes qui, à un moment donné, disent « j'ai quelque chose à dire qui est mon histoire et je veux l'exprimer ». Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de cela et quel est son intérêt. Première chose, quel est l'intérêt? Si l'on est tourné sur la mémoire, exclusivement sur la mémoire du passé, on a vu que c'est une nécessité, mais être tourné sur la mémoire est aussi mortifère. Si on n'a pas des clés pour entrer dans cette mémoire, je l'ai montré au début, on reste dans la mortification. Et le seul moyen de sortir de cette mortification, c'est de faire quelque chose de cette mémoire. C'est-à-dire de faire subir un traitement à cette mémoire pour en faire quelque chose de nouveau. Demandez à Paul, notre troubadour, ce que les mots qu'il a produits ont pu produire comme effet réverbérant, retour, sur son propre psychisme. D'avoir associé deux mots, comme il le fait souvent. Avoir associé deux mots, c'est un raccourci de la pensée qui relie deux univers indépendants. Et ces deux univers sont indépendants du fait du stigmate. Puisqu'on ne peut pas être à la fois pied noir et avoir telle qualité, puisqu'à la fois on ne peut pas avoir de la nostalgie et être tourné vers l'avenir. Autrement dit, il produit son autothérapie. Alors tout le monde ne peut pas produire son autothérapie. Mais par exemple le G2T, il faudrait leur demander qu'est-ce que votre production vous apporte à titre personnel. Autrement dit, cette mémoire ne peut être autre chose de mortifère que à partir du moment où elle donne lieu à une construction de l'architecture, de la peinture, de la cuisine, transmettre quelque chose. Alors bien entendu, nous ne pouvons pas tous être des créateurs. Ce qu'il faut donc, c'est qu'il y ait des structures qui stimulent cette création et qui permettent de donner vie à ces créations. Or, le CDHA, le G2T, les associations, les concours de nouvelles permettent de donner à ceux qui n'ont pas directement accès à ces instruments de création, leur donner des outils qui permettent de puiser dans le passé pour se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est une condition, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait nécessaire. D'autant plus que, alors, on va dire, d'autant plus que le pourquoi, j'ai parlé du pourquoi et de l'intérêt du pourquoi pour les pieds noirs. Mais je vais aller plus loin. De l'intérêt du pourquoi pour la France. La France et les Français, pardon, ont passé 130 ans en Algérie. L'histoire coloniale de la France a été un moment important, quel que soit le jugement qu'on puisse produire. C'est un moment important de l'histoire de ce pays. C'est-à-dire que ce pays a été tiré pendant environ 2 siècles par sa colonisation. En tournant le dos à la colonisation, par un néocolonialisme qui jette à la fois le bain
l'eau du bain et l'enfant qui est dans le bain, la France se coupe de ses racines. Et là, elle fait une erreur tout à fait capitale. Est-ce que cette histoire, est-ce que cette culture mérite d'être connue et transmise? Je vais donner 2 exemples. Savez-vous ce qu'est Montaillou? Montaillou est un petit village qui fait combien d'habitants? 14 habitants. Et Emmanuel Leroy-Ladurie va consacrer un travail à Montaillou pour écrire Montaillou, village occitan. Et du fait de sa production, parce qu'il était dans un cadre social, comme je le disais tout à l'heure, qui reconnaissait sa production comme étant digne de ce qui peut être regardé par les Français, Montaillou, village occitan, est devenu un moment important de la ruralité de l'histoire de France. Des exemples comme ça, j'en ai un autre, mais bon, on pourrait en prendre plusieurs. Pierre Jacques-Elias écrit dans les années 70 un livre qui s'appelle Le Cheval d'Orgueil, sur une poignée de Bretons. Et brusquement, la Bretagne, qui était, avec la Vendée, Chouan, la vieille droite réactionnaire, les cutéreux, qui étaient rejetés dans un coin de France, brusquement prennent une légitimité aux yeux de l'ensemble des Français. Or, c'est ce qui nous a manqué. Je faisais, à chaque fois que j'organisais ces rencontres, une recherche dans le fichier national des thèses. Vous pouvez y aller, vous cliquez « Fichier national des thèses », vous n'avez pas besoin d'être universitaire pour trouver ça. Il y a moins de 10 thèses depuis 1962 qui s'est préoccupé de la culture qui existait en Algérie. Eh bien, c'est un drame. Plus encore pour la France. Si l'on trouve de l'intérêt à comprendre comment vivre 14 personnes dans un trou qui s'appelle Montaillou, alors quel intérêt peut-il y avoir sur 1 million de personnes qui regroupent 3 communautés dans un pays qui fait X centaines de milliers de kilomètres carrés? Vous voyez à côté de quoi on passe. C'est-à-dire que nous passons à côté d'autre chose. La France passe aussi à côté de quelque chose. Enfin, dernier point, c'est une piste que je vous propose, puisque j'ai la chance d'être là et de pouvoir lancer comme ça, c'est un luxe. Ces associations, il faut éviter qu'elles subissent ce qu'ont subi les associations de nos parents. Les associations de nos parents ont contribué à notre perte. Si elles n'avaient pas été là, nous ne serions pas ici. Mais nos pères ont été à ce point préoccupés par leur traumatisme qu'ils n'ont eu d'autre idée que de se soigner et de faire passer leurs revendications. Ils ont été, dans leur immense majorité, totalement hermétiques à la souffrance de leurs enfants, qu'ils leur transmettaient. Alors, quelle souffrance de leurs enfants? Est-ce que les pieds noirs ont une souffrance? Est-ce que les enfants de cette génération-là ont une souffrance? Bien, dans l'enquête que j'ai faite pour l'oubli pour mémoire, sur environ 1 millier, puisque ça portait sur 1 millier de personnes, 30% se disent traumatisés par l'histoire algérienne de leurs parents. C'est pour un psychologue ou pour un être humain, tout simplement, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant. Et cela, ça passe sous la trappe. Donc, nos parents n'ont pas joué leur rôle, jouez-le. Créez une fédération de toutes ces associations. Pire
piloter-la tout en leur permettant, le mot permet est très mal choisi, en leur laissant l'initiative, leurs initiatives, leur identité. Le CDHA peut être l'ombrelle qui abrite tout cela. Organiser une fois par an une réunion interne, peut être adossée à ces journées, où se regrouperaient tous les pilotes de ces associations pour imaginer ensemble ce que l'on peut faire. Nous savions en Algérie que notre identité et la portée de ce que nous faisions était en relation avec notre diversité culturelle. Et nous l'avons en même temps gommé, cette diversité culturelle, il ne faut pas le nier, mais nous l'avons aussi rendue légitime. Je suis universitaire. Dès que j'étais universitaire, on travaille mieux avec 15 laboratoires dans le monde que si on est tout seul à travailler sur une question. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à visiter le monde et les collègues et à les rencontrer en colloque pour produire quelque chose. Et à chaque colloque d'où on revient, comme vous aujourd'hui, où vous vous êtes alimenté et vous n'êtes plus les mêmes, vous avez absorbé quelque chose qui fait qu'au moins pour quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années, vous allez être différent de ce que vous étiez en rentrant. Eh bien, ces associations, si elles sont fédérées et si elles sont abritées par une structure qui va leur permettre de travailler, quitte à financer un certain nombre de choses, parce qu'il faut aller... oui, mais il faut aussi aller... Et puis le G2T montre qu'ils peuvent ne pas coûter grand-chose et rapporter beaucoup d'estime. Donc il faut continuer dans cette voie. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre. Bref, tout ceci n'aurait pas eu lieu si Joseph Pérez, en 2015, lorsque je suis venu le voir avec un fichier d'un millier de personnes qui étaient intéressées par ces questions-là, et si Joseph ne m'avait pas écouté, s'il n'avait pas mis tout cela en œuvre, voilà, nous ne serions pas là. Donc, merci au CDHA. Merci au G2T pour ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait. Surtout merci pour tout ce que vous allez faire. Et merci à tous.